Radio, leader. En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Dînez pas à travail chaque jour pi plus. Pour nous joindre pi bon service, tout partout, non, tout pays. Poté collé, payer bordeaux de l'eau nous allait, et puis poser. C'était un message dînez pas à tout partenaire Lio. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sur ça qui a passé dans le monde. Événement. Qui rentrait la caille. Compatriotas, ninguna mentira se ha levantado por casualidad o error. Todo está fríamente calculado según el manual de guerra no convencional. Bienvenue dans le magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale là chaque semaine pour aider auditeurs ak auditrices nou bien comprendre ça qui passé sous scène internationale. Jeudi n'a consacré un bon parti dans magazine ça pour essayer comprendre ça qui passé dans Cuba côté pour la première fois depuis révolution et bien gagné un bon valeur cubain qui prend la rue c'était 11 juillet pour protester contre situation dans îles Caraïbes ça yo t'a relé liberté. Et puis 17 juillet gouvernement cubain organisé gros rassemblement côté autorité yo avec participants yo dénoncer manœuvre qu'a fait pour déstabiliser pouvoir en place là. Mais avant ça, n'a fait un lot coup de jet dans la presse internationale côté intérêt pour événements tragiques qui passaient en Haïti. Le président Jovenel Moïse mourit assassiné 7 juillet passé. Bien intéressant, était ten face. C'est événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. En pile média à travers le monde toujours à suivre développement actualité en Haïti pendant yo penché sous assassinat Jovenel Moïse là et puis sous crise politique là qui envlimait dans circonstances ça. Sociologue Frédéric Thomas, sociologue belge, écrit un article qui paraît dans ALAI, Agence latino-américaine d'information, lui-même qui travaille dans le centre tricontinental, c'est tri, eh bien, l'écrit article ça, dans ALAI, côté, il dit que Jovenel Moïse, victime en bas violence, lui-même l'était utilisé. L'y noté que gagnait plusieurs situations étranges qui paraissent. D'abord, aux Colombiens, dans commando, c'est gros professionnels militaires bien formés, mais yo gagnait une stratégie pour yo entrer côté yo tapantria et puis yo pas une stratégie pour yo sortir, gen trois là-dedans yo qui mourit. Ça paraît étrange. L'Angers Frédéric Thomas, deuxième élément étrange pour lui. Tout d'un coup, la police haïtienne vient efficace dans moins passé 48
48 heures de temps, institution ça qui échoué, institution ça qui gagnait réputation Wagner et qui était bras croisés en face gang armé en Haïti, qui pas jamais réussi en ken enquête, eh bien, les rivés arrêtés en vent badgé, majorité nan suspect yo, nan quoi assassinat ça, des militaires ou anciens militaires qui pi bien entraînés passer la police haïtienne et puis qui gagnaient pi gros armes. Nous tellement perdu une question sans réponse d'après Frédéric Thomas dans a fait ça, eh bien nous cab raté principal point et principal point pour lui c'est que Jovenel Moïse victime une violence lui-même li utilisé avec un pouvoir li fait d'appui en sous lui et l'a servi avec assassinat là c'est résultat privatisation, violence là, c'est Frédéric Thomas qui a parlé, gangstérisation l'État, qui marchait tout avec corruption tout partout, autoritarisme et impunité. En face, gros mouvement social contre augmentation prix avec corruption en Haïti, des mouvements qui étaient sous KPIA dans l'année 2018-2019, eh bien, Jovenel Moïse t'est venu avec des phrases vides, il venu avec répression direct ou bien répression indirecte, il venu tout avec plusieurs massacres et puis renforcement pouvoir personnel li. Frédéric Thomas posé question, qui moun qui derrière crime ça? Dans New York Times, c'est Nathalie Kitroff avec Anatoly Koumanaev qui écrit un article côté yo fait connaître que assassinat Moïse là c'est accumulation quantité année d'instabilité dans un pays yo cherché contrôler depuis longtemps avec désordre et puis violence. Haïti libéré tête li en bas brutalité colonisateur français mais li prend une valet dictature avec coup d'état qui kembe pays dans pauvreté et li pa rive bay pi fort dans population en service qui pi essentiel d'après ça auteur yo rappelé et auteur yo qui oublié question occupation américaine dans tout en 1915 avec l'autre encore pendant presque 3 décennies d'après New York Times ce pays a été souffri en bas dictature François Duvalier yo terré les papadoc et puis après ça petit garçon Jean-Claude Duvalier que yo reconnaître comme Baby Doc t'es vini tout en 1990 Jean-Bertrand Aristide yon prêtre yon père qui t'es bon côté pauvre t'es vin premier président haïtien qui t'es élu démocratiquement mais en van li t'es servi yon année dans pouvoir li t'es d'entreprendre un coup d'état militaire et le li retourné sous pouvoir en 1994 c'était avec aide des milliers de militaires marines qui sortit aux États-Unis. Rappelle donc Nathalie Kitroff avec Anatoly Koumanaev fait le New York Times. Et puis dans l'aviron ça, nous pour aller garder ça dans BBC Mundo qui posait une série de questions pour lui qui c'est gros moment causé dans ça qui a passé en Haïti mais malheureusement pas de réponse pour yo. Qui Jean assassin yo te fait entrer dans caille Jovenel Moïse sans résistance. Yon aspect qui pi étonnant, c'est facilité commando a te gagné pour entrer dans résidence présidentielle là sans yo pas rencontrer résistance. Selon version officielle là, pas youn nan moun qui t'est entré yo t'est blessé, même jantou yo pas noté anken garde sécurité Jovenel Moïse qui blessé. Deuxième question, qui ça ancien militaire colombien yo t'es connaît exactement? Wall, groupe ancien militaire colombien, yo considéré comme auteur matériel assassinat Jovenel Moïse là, pas fin clair net d'après BBC Mundo. Troisième question, qui est-ce qui derrière assassinat ça et puis qui objectif la poursuivre? Eh bien, autorité yo t'es arrêté docteur haïtien-américain Christian Emmanuel Sanon, 63 ans, qui habitait Floride. Yo accusé li comme quoi c'est lui-même qui t'est embauché mercenaire yo
pour renverser avec remplacer Jovenel Moïse qui était déjà annoncé dans une interview avec Journal Panyol El País, gagne un plan pour finir avec la ville. Et puis, quatrième question, comment yo pral résoudre lutte pour pouvoir en Haïti après assassinat ça? C'est des questions qui viennent dans BBC Mondo sous site li côté li insister sous flou qui gagnait sous avenir pouvoir en Haïti après la mort Jovenel Moïse là et qui viennent donc aggraver crise institutionnelle Haïti plongée là-dedans. Wap suive Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Des milliers de supporters gouvernement cubain ont participé dans un rassemblement dans la Havane 17 juillet pour soutenir régime nan 6 jours après manifestation historique qui était faite contre autorité dans environ 50 gros activiles dans pays Cuba. Rassemblement ça rappelé mobilisation anti-impérialiste pendant période Fidel Castro. Christophe Ventura, c'est directeur recherche dans l'Institut Relations Internationales et Stratégiques IRIS. Lycée responsable tout pour programme Amérique latine à Caraïbes, l'institution ça, eh bien, l'a analysé dernier levé campéo dans Cuba avec nous, qui ça a passé dans Cuba exactement, pour qui ça crise ça, qui direction pays a capable de prendre, ces questions qu'a posé, en nous garder pour commencer tendance qui gagnait et contexte général dans la région qui vironnait Cuba. Première chose, il est important de comprendre que ce qui se passe à Cuba, en fait, s'inscrit dans une tendance plus générale en Amérique latine, qui est celle de la multiplication, précisément, de mouvements sociaux, de contestation sociale liés au double impact à long terme des conséquences de la crise financière internationale de 2008, qui a provoqué une décennie noire en Amérique latine, on en a souvent parlé ici, dans toutes les économies latino-américaines, provoquant le retour de vulnérabilité structurelle historique dans la région, les inégalités sociales, la pauvreté, la précarité, l'informalité, le déclassement de beaucoup de catégories sociales, leur appauvrissement, la stagnation ou la baisse des revenus, selon qu'on soit en haut, au milieu ou en bas de l'échelle sociale, provoquant, par exemple, en bas de l'échelle sociale, le retour de l'insécurité alimentaire, par exemple, pour des dizaines de millions de latino-américains. Tout ça, c'est arrivé jusqu'à la pandémie. La pandémie de Covid-19 est arrivée et a exacerbé, aggravé de manière très forte toutes ces tendances, et donc c'est ça qui caractérise la situation latino-américaine aujourd'hui, que ce soit, on l'a vu en Équateur, au Chili, en Bolivie, en Colombie actuellement aussi, partout, l'émergence de mouvements sociaux de contestation qui remettent au cœur de la question sociale, parce que cette dernière est détériorée de manière critique, voire insoutenable pour certains. C'est le cas partout en Amérique latine. Cuba n'est pas, exemple de cette dynamique. Elle a été touchée par tout ça aussi. L'économie cubaine va mal depuis un certain temps. Les réformes que met en place le gouvernement depuis une dizaine d'années ont du mal ou même ne provoquent pas les effets escomptés. On va y revenir. Mais ça fait partie d'abord de ce mouvement-là, ce qui se passe à Cuba. On penché sous situation Cuba lui-même, particulièrement à cause relations difficiles entre pays avec États-Unis. Les conditions spécifiques de Cuba, bien sûr, c'est que les vulnérabilités économiques, elles sont d'abord liées à l'histoire du pays et de sa relation conflictuelle, tumultueuse avec son puissant voisin états-unien. Je pense évidemment à l'embargo. Le pays vit sous embargo depuis 1962. Un embargo qui limite vraiment les capacités productives du pays, qui crée un nombre de difficultés incommensurables pour les approvisionnements, etc. Donc ce pays connaît le plus long embargo qu'un pays n'ait jamais connu du fait du conflit avec les États-Unis. Embargo qui n'a eu de cesse d'être durci, renforcé, en particulier sous le mandat de Donald Trump. Rappelons que ce dernier a pris plus de 240 mesures de restriction et de durcissement de l'embargo sur le pays. Quelques conséquences dans la période concrète.
l'embargo ou les restrictions additionnelles de Donald Trump ont eu plusieurs effets. D'abord, il n'y a plus de service consulaire à Cuba, donc les Cubains ne peuvent pas partir de l'île s'ils le souhaitaient. À l'inverse, les mesures de Trump ont rendu quasiment impossible le voyage de ressortissants américains, de cubano-américains, en particulier de la Floride, ils sont quelques millions, ou des États-Unis en général, ils n'ont plus la possibilité de voyager, comme c'était le cas grâce aux assouplissements de la période Obama-Biden précédente, avant 2016, ils ne peuvent plus voyager et ne peuvent plus envoyer de dollars, d'argent, de remessas, comme on dit, de transferts financiers vers leur famille cubaine. C'est quasiment impossible. Plus Trump a mis en place des systèmes de lois extraterritoriales qui compliquent largement les contacts commerciaux et financiers entre Cuba et les entreprises du monde entier qui peuvent se voir frappés par la justice américaine pour leurs liens commerciaux ou financiers avec Cuba. Donc tout ça a bien sûr sévèrement renforcé les difficultés économiques de l'île. Il faudrait rajouter aussi que ça a rajouté beaucoup de difficultés pour les importations de médicaments ou de combustibles, et que pour Cuba, l'exportation de ses services médicaux, par exemple, c'est beaucoup plus difficile avec les restrictions américaine. Donc tout ça c'est en dernière période et c'est venu se greffer ou se combiner plus exactement avec la pandémie. Et la pandémie, elle a eu un autre effet sur l'économie cubaine, ça a été quasiment la mise à l'arrêt du tourisme. Or, le tourisme à Cuba, c'était le grand relais de croissance imaginé par le gouvernement cubain pour ouvrir, libéraliser l'activité et puis pour faire rentrer beaucoup de devises du dollar qui permettait donc d'unifier aussi le système monétaire cubain. C'était ça qui était prévu. Or, tout ça ne voit pas le jour puisque précisément le tourisme s'est effondré. Je rappelle qu'avant la pandémie, il y avait 4,2 millions même de touristes qui allaient à Cuba, avec tout ce que ça veut dire d'économie, de services, de restauration, de devises américaines et d'argent qui circulait dans le pays, d'investissements, etc. Ça s'est effondré en un an à peine plus de 1 million. Ça, c'est en 2020. Et puis là, cette année, il y a à peine plus de 120 000 touristes qui ont mis les pieds à Cuba. Donc c'est une déflagration économique pour un secteur qui lui-même pèse 10% du PIB cubain et est le principal secteur qui attire et qui fait venir à Cuba le fameux dollar, les devises étrangères que le gouvernement et la Banque centrale n'ont donc plus pour à la fois importer ce dont ils ont besoin. Rappelons que Cuba importe quasiment tout ce qu'il consomme, donc il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de devises. Et puis c'est l'unification monétaire qui devait se faire justement sur les réserves de dollars, il n'y en a plus. Donc en fait pour l'instant cette unification monétaire elle n'a créé que de l'inflation, une hausse des prix qui n'est compensée par malheureusement pas beaucoup de ressources et encore moins par la possibilité d'importer. Donc tout ça se cumule et crée cette espèce d'ouragan économique et social qui fait que l'économie cubaine a connu une contraction, une récession de 8,5% en 2020, n'a plus d'investissement, il n'y a plus d'investisseurs à Cuba, il n'y a plus d'argent qui circule, on n'importe plus et donc il y a des pénuries et donc il n'y a plus de médicaments. Etc. Et donc la situation qui était déjà fragile devient critique pour les Cubains et c'est d'abord ça qui est la source des mouvements que nous voyons dans le pays. C'est d'abord des mouvements qui posent la question sociale liée à une dégradation des conditions de vie, des difficultés de la vie quotidienne, manger, se soigner, avoir de l'essence, tout ça avec des coupures d'électricité puisqu'il n'y a plus de combustible ou moins, etc. Et c'est d'abord ça qui se passe à Cuba. La question, c'est que pour l'instant, le gouvernement cubain n'est pas en mesure de solutionner cette crise de la demande sociale. Et c'est ça qui va poser un problème. Alors évidemment, lorsque tout ça commence, il y a aussi une dimension politique. Ces mouvements sociaux comportent une composante politique avec des forces, des individus, des gens qui veulent changer de système politique à Cuba, qui sont contre le gouvernement. Tout ça se mêle avec une partie de revendication politique, mais encore une fois, je crois surtout sociale au départ. Mouvement qui fête semaine passée, ça peut que j'aime river Cuba. J'aime te dire non pendant toute révolution depuis 1959. Comment gouvernement capable faire face avec ça qui a passé dans conditions jodi a? C'est Christophe Ventura qui a aidé nous à analyser encore. Ces mobilisations, elles sont assez inédites, ça a été dit, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que d'abord beaucoup de monde, et puis ensuite dans beaucoup de villes du pays, on se rappelle que dans les années 90, qui était la
précédente période la plus dure sur le plan économique et social à Cuba après l'effondrement du camp soviétique en 1994 en particulier. Il y avait déjà eu des mouvements qui avaient un petit peu mis la pression et sur le pouvoir, mais c'était surtout à la Havane. Aujourd'hui, c'est un peu partout, et puis surtout, ça se passe à partir et sur les réseaux sociaux et Internet. C'est tout à fait inédit, et le gouvernement ne connaît pas cette situation et va devoir la gérer. Pour l'instant, il l'a gérée de manière un peu sur un principe d'autorité, de manière répressive. C'est quelque chose qui ne lui permettra pas de gagner la bataille de consentement et la bataille de soutien, parce qu'aujourd'hui, aucun gouvernement ne peut couper Internet aux populations. C'est une bataille perdue d'avance. Donc ça va être un point pour la suite des événements. Alors, évidemment, cette guerre communicationnelle, elle existe. Les réseaux sociaux sont le lieu où s'organise une guerre politique avec les opposants internes, avec les opposants externes à Miami, la droite américaine, les républicains. Ils sont évidemment très mobilisés et essayent finalement d'orienter ce mouvement pour qu'il devienne réellement politique, pour aller vers une déstabilisation du gouvernement cubain. Et ce dernier a une position ferme, même assez raide, a dit qu'il était prêt à faire face à des tentatives de stabilisation, qu'il ne se laisserait pas faire. Et donc on peut avoir un engrenage qui devient préoccupant, et donc si on tombe dans un engrenage répressif, là la situation peut devenir assez incontrôlable, avec en plus un gouvernement qui aujourd'hui n'a pas les moyens concrètement de solutionner les difficultés auxquelles il est confronté, qui ont donc à la fois à voir avec le contexte régional, avec l'embargo, mais qui ont à la fois à voir avec aussi des réformes qu'il cherche à mettre en place depuis au moins le début des années 2010, d'ouverture de l'économie, de changement de politique monétaire, de faire passer toute la société à une société de revenus et qui est moins étatisée, mais qui pour l'instant, ces réformes ne voient pas de conclusion concrète, ne voient pas de transition réellement à Cuba, et donc pour l'instant tout est bloqué, et il n'y a que les problèmes qui restent au centre de la vie quotidienne, l'inflation à 500, 400, 600, 700, certains disent 900% des prix, les pénuries dont on a parlé, etc. Donc pour l'instant, c'est tout ça qui se met en branle dans une espèce de mécanique assez infernale. Alors, il est clair que chacun va jouer son rôle. Les opposants vont chercher à utiliser ça pour continuer à déstabiliser le gouvernement, et le gouvernement va chercher à utiliser son pouvoir d'État pour ne pas se laisser déstabiliser parce qu'il considère être une intrusion et une manipulation, disons, de ce mouvement par des forces politiques internes et étrangères soutenues par Washington de son point de vue. Mais on voit bien que ce mouvement social répond à une équation qui ne se résume pas disons, à l'instrumentalisation politique, même si on peut convenir qu'elle fait partie de la bataille en cours. Alors voilà ce qui va maintenant s'écrire. On ne sait pas dans quel sens ça va aller. Ça va être compliqué. L'urgence pour le gouvernement cubain, c'est de répondre aux besoins de la population, la nourriture, les médicaments, se soigner face à une pandémie dont la recrudescence est très claire. Aujourd'hui, c'est 245 000 Cubains contaminés officiellement, 1500 morts, mais on voit depuis quelques jours et quelques semaines que maintenant, ça y est, l'épidémie s'emballe en quelque sorte, avec 50 morts par jour, plus de 25 000 contaminés cette dernière semaine, et des manques cruciaux de médicaments, etc. Certains pays comme l'Argentine ou le Mexique ont déjà proposé leur aide si le gouvernement cubain l'accepte, en médicaments, en vaccins, etc., en nourriture, profitant aussi de la situation pour dire que les États-Unis peuvent faire quelque chose pour Cuba, c'est de lever l'embargo, en tout cas d'en discuter, puisque la décision appartient au Congrès américain et non pas seulement au président, mais en tout cas que déjà le président lui pouvait faire beaucoup de choses, c'était de lever les durcissements donc que j'ai évoqués de Donald Trump pour permettre de donner de l'air en fait à Cuba économiquement, de permettre que des investisseurs reviennent, de peut-être repenser une stratégie touristique qui permette quand même une reprise de cette activité pour qu'au moins la population puisse avoir un peu plus de ce qu'elle a besoin dans un premier temps, pour éviter d'aller vers une situation où tout le monde perdra le contrôle. Et puis, pou fini sou dosye Cuba, ki perspektive nan kriz lan, ki opsyon posib, ki kapasite gouvernement kuben pou jere kontestasyon ki paret lan, eske Etats-Unis gen intere pou rejim ki en plas la effondre tout d'un coup nan Cuba, ki konsekans sa kapab genyen pou rejyon an?
Le problème, c'est que si ces mouvements se radicalisent, s'ils se politisent, s'ils se convertissent en un bras de fer entre le pouvoir d'État et ce mouvement-là, on pourrait imaginer le pire, parce que personne n'aurait certainement intérêt à ce que le système politique éclate à Cuba, parce qu'il laisserait derrière lui un champ de ruines. Il n'y a pas de système de substitution, il n'y a pas aujourd'hui de capacité de penser autre chose, et ça se traduirait certainement par une forme de chaos et des poussées migratoires, des gens qui partiraient de Cuba peut-être par centaines de milliers ou plus, précisément vers les États-Unis, et je ne suis pas sûr que ce soit l'intérêt objectif aujourd'hui et ce que souhaite réellement Washington. Donc ça pourrait se transformer par une forme de déstabilisation en fait, régionale, avec une crise sans solution et des populations abandonnées à elles-mêmes qui prendraient la mer partant vers les autres pays de la région, à commencer par les États-Unis. Donc aujourd'hui, la situation est potentiellement inflammable. Il peut y avoir comme ça une escalade, un embrasement de la situation à Cuba qui ne serait de l'intérêt de personne. Donc aujourd'hui, ça va reposer des questions centrales au gouvernement cubain. Comment il est capable ou pas réellement de prendre des mesures pour réformer l'économie et la société cubaine? Comment il est capable de gérer un mouvement de contestation sociale qui passe par des réseaux sociaux qui aujourd'hui font partie de l'écosystème naturel de toutes les sociétés, sans tomber dans le piège de la répression lourde? Parce que il n'y aurait aucun intérêt, ne serait pas soutenu, et finalement il pourrait se retrouver lui-même un peu nu, ce pouvoir. Comment il va réussir à faire ça, et comment les États-Unis vont finalement se positionner au-delà simplement de quelques mots sur les droits humains et la démocratie, parce que comme on dit les présidents mexicains ou argentins, les États-Unis peuvent faire des choses pour soulager Cuba et entrer dans une autre phase de leur relation avec ce pays. J'ajoute que pour comprendre aussi la tension permanente entre Washington et la Havane, il n'a pas échappé à la Havane que les États-Unis, encore cette année, le Congrès est en train de discuter de l'allocation, de valider des fonds, 20 millions de dollars pour cette année. Il suffit d'aller sur la littérature du Congrès américain et de ce qu'ils appellent Cuba US Policy Review pour se rendre compte que le Congrès est en train d'adopter, va décider s'il adopte l'octroi de 20 millions de dollars pour la démocratie et les droits humains à Cuba. Ça veut dire clairement aider au financement des opposants à l'intérieur, à l'extérieur, par les ONG, etc. Et 13 millions supplémentaires pour ce qu'ils appellent le Cuba Broadcasting, ça veut dire tout ce qui est financement de médias, sur les réseaux sociaux, etc., de radio et tout, disons, pour aider l'opposition cubaine. Donc tout ça, évidemment, n'échappe pas à la Havane et contribue certainement à son raidissement et à sa vigilance et sur le fait d'alimenter, disons, ces dynamiques un petit peu raides du pouvoir cubain. Donc les États-Unis ont quand même quelques cartes dans les mains. C'est des sommes quand même assez conséquentes, et il est clair que quand vous regardez aujourd'hui la bataille sur les réseaux sociaux, sur les hashtags SOS Cuba, etc., que l'activité des opposants, des ONG et effectivement d'un certain nombre d'acteurs politiques et d'influence américains est évidente dans ça, mais ça fait partie aujourd'hui des nouvelles règles, si je puis dire, de cette agora que sont les réseaux sociaux, qui sont des espaces de guerre politique, de guerre d'influence et communicationnelle. Donc voilà aujourd'hui où on en est à Cuba. Est-ce qu'il va falloir suivre? Il est trop tôt pour dire où tout ça va aller, mais enfin en tout cas on peut donc poser certaines analyses et voir quels sont les enjeux des jours prochains. Il y a une date à suivre qui sera le 26 juillet. Le 26 juillet, c'est la célébration annuelle de la journée de la rébellion nationale cubaine, le 26 juillet 53, lorsque Fidel Castro et la guérilla avaient tenté la première attaque contre la Moncada. C'est le moment, si vous voulez, de l'insurrection nationale cubaine. Donc qu'est-ce que ce jour va donner? La mobilisation des pro-révolutionnaires va être forte aussi. Est-ce qu'il y aura d'autres mouvements contestataires? C'est une date qu'il va falloir suivre dans les jours prochains pour prendre un peu le pouls et l'évolution de ce mouvement. Eh bien voilà, Christophe Ventura qui t'a analysé situation en Cuba avec nous, lycée directeur recherche dans Institut Relations Internationales et Stratégiques IRIS, et puis responsable pour programme Amérique latine et Caraïbes, la même institution ça. Avant nous parler sous question Cuba, nous t'ai fait yon lot coup de jet dans la presse internationale côté intérêt pour événements tragiques qui passaient en Haïti avec assassinat président Jovenel Moïse 7 juillet passé a toujours été ten face. Et c'est comme ça, n'a fini magazine événements qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Et parmi tous, nous t'ai consulté pour magazine ça, gagné Alaï,
Agence Latino-Américaine d'Information, genyen New York Times, BBC Mundo, AFP,